Bien, bonjour et bonne année à tous. Je suis ravi de commencer l'année par ces 3 cours, même si le samedi matin, j'ai plutôt l'habitude de courir que de donner cours, mais enfin, on peut inverser les emplois du temps. Alors, c'est une série de cours donc, qui va s'organiser autour de 3 questions qui ne sont pas indépendantes les unes des autres, c'est-à-dire je pense qu'il sera difficile de suivre le 2e cours si on n'a pas suivi le premier, et ça sera encore pire pour le 3e. Donc il y a une certaine progressivité que je vais essayer de respecter. Le programme, je pense que vous le connaissez. Aujourd'hui, on va parler de la façon dont la physique quantique est advenue, comment est-ce que les premières idées quantiques ont fait l'apparition, et ça va nous cantonner plutôt à la période 1900, 1905, 1913, quand on se rend compte que la physique classique est en échec, sans pour autant avoir une idée des bons concepts qui permettront de la dépasser. La semaine prochaine, on donnera quelques idées sur le formalisme quantique et on verra assez rapidement que les quantas ou les particules quantiques sont des objets dont le comportement est troublant, ce qui va provoquer chez les physiciens un certain nombre de controverses, de débats, parfois très polémiques. Et puis, le 27 janvier, donc pour le 3e cours, on se posera la question de savoir comment on peut interpréter la physique quantique. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire interpréter pour une théorie physique? Et on évoquera plusieurs possibilités, et on verra lesquelles de ces possibilités ont été rejetées par des expériences. Ça sera donc le terme de ce cours. C'est très court, 3 cours pour parler de physique quantique, c'est presque impossible. D'abord parce que la physique quantique, c'est avant tout un formalisme, c'est-à-dire un ensemble d'équations et de règles mathématiques. Ça n'est rien d'autre que ça, ce sont des équations. Et donc, si on veut la comprendre, il faut faire des mathématiques, et ce qui m'a été demandé pour ces 3 cours, c'est plutôt d'en parler avec les mains, ce qui est impossible. D'accord? Donc on va faire des choses impossibles pendant 3 cours. Alors on peut se poser la question de savoir pourquoi la physique est mathématique. Pourquoi est-ce qu'il faut faire des mathématiques pour faire de la physique? Pourquoi est-ce que les mathématiques sont efficaces en physique? Ça, c'est une question très intéressante qu'on ne va pas aborder, et je l'évoquerai simplement de façon indirecte en citant une phrase que Laurent Schwartz, qui était professeur de mathématiques à l'école polytechnique, donnait comme réponse à tous ceux qui lui posaient la question « Pourquoi faut-il faire des mathématiques ?» Et il disait « Il faut faire des mathématiques parce que les mathématiques, ça sert à la physique. La physique, ça sert à faire des frigidaires. Les frigidaires, ça sert à y mettre des langoustes. Et les langoustes, ça sert aux mathématiciens qui les mangent et sont alors dans de bonnes dispositions pour faire des mathématiques qui servent à la physique, qui servent à faire des frigidaires, qui servent à y mettre des langoustes, etc. » Et il continuait comme ça indéfiniment. Bon, on va se contenter de cette approche pour aujourd'hui et commencer donc à discuter la question de la genèse de la physique quantique. Alors quand on regarde l'histoire, on se rend compte que la physique quantique, elle aurait pu apparaître à peu près n'importe où. Par exemple, en approfondissant la structure de l'atome, ou bien le spectre de la lumière que les atomes émettent ou absorbent. On aurait aussi pu la découvrir en étudiant les propriétés des corps solides. Mais historiquement, il s'est trouvé que la physique quantique est advenue à propos d'un problème apparemment beaucoup moins fondamental, qui était celui du spectre du rayonnement issu d'un four. Quelle est la lumière qui est contenue dans un four? C'est ce qu'on appelle le problème du corps noir, on va y revenir. Et on peut regretter cette situation d'un point de vue pédagogique, parce que le corps noir, c'est quelque chose de très compliqué, on va le voir. Et donc, il y a une certaine confusion qui règne autour de cet objet, de la façon dont on a réglé le problème du corps noir. Et cette confusion ressurgit toujours dès qu'il s'agit d'évoquer la naissance de la physique quantique. Alors pourquoi est-ce que le corps noir est un détour compliqué? Eh bien parce que ce problème, au moins au premier abord, est assez éloigné des fondements même de la physique quantique. Pourquoi? D'abord parce qu'il a trait aux photons, aux particules de lumière, et à leurs propriétés statistiques,
Ce qui complique doublement l'affaire. D'une part parce que les photons, qui sont des particules de masse nulle, sont des objets relativistes, donc décrits par la relativité. Or, en 1900, l'année cruciale dont on va parler, la relativité n'est pas encore énoncée. Et d'autre part parce que la description des photons exige de surcroît un bon bagage de connaissances quantiques. Donc on est pris dans une sorte de cercle vicieux. Et ensuite parce que le problème posé est en réalité un problème de physique statistique, dans lequel la physique quantique apparaît de façon en fait assez masquée. Bon, mais les choses ne se sont pas passées comme ça, donc je vais essayer de vous raconter comment historiquement la physique quantique est apparue. D'abord, il y a un personnage qui est évidemment central pour ce qui est de cette genèse, c'est Max Planck. Max Planck, que vous voyez ici, jeune et ensuite un peu moins jeune, qui a introduit une nouvelle constante de la physique, une constante universelle, qui s'appelle la constante de Planck. Alors on va voir comment cette constante est apparue. Elle est apparue parce que Planck avait ce qu'on pourrait appeler un projet en physique. Et ce projet venait du fait qu'il était obsédé, comme il le dit lui-même, par le second principe de la thermodynamique, auquel il avait consacré sa thèse de doctorat. Planck a passé sa thèse en 1879, et elle était consacrée au deuxième principe de la thermodynamique, dont il a d'ailleurs amélioré l'énoncé, en suggérant que le deuxième principe de la thermodynamique est un énoncé par lequel l'entropie d'un corps isolé ne peut que croître au cours du temps. Et pour lui, le second principe était un principe fondamental. C'était un principe premier de la physique. Il n'avait donc pas à être déduit d'autres principes qui viendraient par exemple de la mécanique. Et c'est pour cette raison qu'il refusait l'interprétation de l'entropie qui était proposée par Boltzmann. Vous savez que Boltzmann avait énoncé l'idée que l'entropie d'un corps est liée au mouvement des particules, des atomes, qui constituent ce corps. Il faut savoir qu'à l'époque, l'idée d'atome était une idée controversée. La plupart des physiciens ne croyaient pas à l'existence de l'atome. Boltzmann était une exception. Et il interprétait l'entropie d'un corps en termes statistiques, c'est-à-dire il la déduisait des propriétés des atomes qui constituaient le corps. Donc l'entropie était une propriété dérivée des propriétés microscopiques d'un corps. Planck refusait cette interprétation pour deux raisons. D'abord, il ne croyait pas à l'existence de l'atome. Et deuxièmement, il pensait que l'entropie était un concept fondamental et que donc ce concept ne devait pas être dérivé de concepts mécaniques ainsi que Boltzmann l'avait proposé. Et ça allait même plus loin que cela puisque il y avait un problème qui se posait à l'époque et qui, d'une certaine façon, se pose encore aujourd'hui, qui est le problème de la flèche du temps. Comment se fait-il que les phénomènes que nous observons autour de nous soient irréversibles? C'est-à-dire l'état final de l'évolution d'un système n'est jamais identique à l'état initial. C'est ce qu'on appelle l'irréversibilité des phénomènes. Comment interpréter cette irréversibilité des phénomènes alors que, d'après les équations de la physique classique, Newton notamment, toutes les évolutions sont réversibles. Dans les équations de Newton, tout est réversible, c'est-à-dire qu'un système peut repasser dans son futur dans un état qu'il a déjà connu dans son passé. Il peut revenir à son état initial. Il ne peut pas revenir à l'instant initial, évidemment, le temps n'est pas réversible. Mais l'évolution des systèmes est réversible. Et il fallait comprendre pourquoi, à l'échelle microscopique, nous voyons une irréversibilité qui n'existe pas au niveau microscopique. Et l'idée de Planck, c'était que cette irréversibilité était liée aux interactions entre la lumière et la matière. Les interactions entre la lumière et la matière fabriquent cette irréversibilité. Bon, vous savez qu'il s'est trompé sur ce point. Il a mal interprété les équations de Maxwell qui décrivent justement ces interactions parce que ces équations de Maxwell sont réversibles. Elles ne sont donc pas responsables de l'irréversibilité qu'on observe à l'échelle macroscopique. Mais c'était ça, ce projet-là qui l'animait. Et pour donner corps à ce projet, il a voulu tirer tout ça au clair en étudiant le spectre d'un corps noir. Alors on va voir pourquoi il avait choisi le corps noir, il n'était pas le seul d'ailleurs. Il s'était dit que dans un corps noir, il y a des interactions entre la lumière et la matière.
Et que donc, en étudiant le corps noir, et notamment son spectre, alors ce qu'on appelle son spectre, c'est l'ensemble des fréquences lumineuses qu'on trouve présentes à l'intérieur d'un corps noir, il pensait qu'il allait montrer l'origine de l'irréversibilité, et en quelque sorte montrer que l'interprétation de l'irréversibilité qui était faite par Boltzmann était fausse. C'était ça son projet. Ça n'était donc pas de mettre en faillite la physique classique, ça n'était pas de partir d'une faillite de la physique classique comme on l'a trop souvent écrit. On dit qu'il y avait un problème avec la physique classique que Planck a résolu. En fait, Planck n'a jamais cru qu'il y avait un problème avec la physique classique. Alors, qu'est-ce qu'un corps noir? Alors, d'un point de vue idéal, d'ailleurs le corps noir est un corps idéal, il n'existe pas de corps noir absolu, c'est parfait, donc c'est une sorte d'idéalité, c'est un corps dans lequel les interactions entre la lumière et le rayonnement, entre la matière et la lumière, sont suffisamment nombreuses pour que s'instaure un équilibre entre l'énergie sous forme de matière et sous forme de rayonnement. Donc c'est un objet dans lequel la lumière interagit avec la matière d'une façon suffisamment intense et suffisamment fréquente pour qu'une sorte d'équilibre entre lumière et matière s'instaure. Et quand c'est le cas, on a donc un équilibre entre la lumière et les matières, on peut alors définir la température d'un tel objet. D'accord ? Donc un corps noir est un corps qui se caractérise par sa température. D'accord ? Et quand vous avez un tel objet, eh bien il y a une façon de le traiter, qui a d'ailleurs été adoptée par des physiciens du 19e, comme James et Rayleigh, qui consiste à dire, mais finalement, un corps noir, c'est la même chose qu'un gaz. C'est un gaz dans lequel on aurait remplacé les molécules qui constituent le gaz par du rayonnement. Et donc, certains modèles pour décrire le corps noir ont consisté à dire que on peut traiter similairement la lumière dans un corps noir et les molécules dans un gaz. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un gaz ? C'est un ensemble de molécules en mouvement, vous le savez, dans lequel il y a ce qu'on appelle une équipartition de l'énergie. C'est-à-dire que toutes les molécules dans le gaz, en moyenne, ont la même énergie. Il y en a qui sont plus rapides, d'autres plus lentes, mais en moyenne, elles ont toutes la même énergie. Et si vous avez un gaz qui contient deux sortes de molécules, certaines qui sont plus lourdes que les autres, eh bien, les molécules les plus lourdes auront des vitesses plus faibles que les molécules plus légères, qui elles sont plus rapides. Mais en moyenne, les énergies de toutes les molécules seront les mêmes. Prenez l'exemple d'un gaz qui serait constitué, par exemple, d'hydrogène et d'oxygène. L'oxygène, O2, est 16 fois plus lourd que l'oxygène. Eh bien, en moyenne, dans un gaz constitué d'oxygène et d'hydrogène, les molécules d'oxygène sont 4 fois moins rapides que les molécules d'hydrogène. Le rapport des masses, c'est 16, le rapport des vitesses, qui intervient par son carré, c'est donc racine de 16, c'est 4. D'accord ? Donc, en moyenne, toutes les molécules, quelle que soit leur masse, ont la même énergie. C'est ce qu'on appelle l'équipartition de l'énergie. L'énergie du gaz se distribue équitablement sur toutes les molécules. Les gens se sont dit dans un corps noir, c'est la même chose. Il y a plusieurs fréquences de rayonnement et l'énergie du corps noir va se distribuer sur toutes ces fréquences. Et ça va poser des problèmes. D'accord ? Il y a quelque chose qui ne va pas aller, qu'on va appeler la catastrophe ultraviolette. Mais je vous fais d'abord une remarque pour que vous compreniez la suite. Parce que l'idée de ce cours, j'aurais dû le dire en préambule, c'est pas de vous faire toute la physique quantique, parce que c'est impossible. C'est de faire en sorte que le peu que je vais dire soit compréhensible. Donc je vais aller lentement, et sur les points que je vais aborder, je vais essayer d'aller dans les détails, pour que vous compreniez. Sinon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, il me semble. Alors je vous fais une remarque, c'est que dans un gaz, imaginez que dans un gaz, les molécules aient une taille nulle, une dimension nulle. Ce sont des points matériels sans extension spatiale. Eh bien, ce que je viens de dire serait faux. Il ne pourrait pas y avoir équipartition de l'énergie. D'accord ? Parce que si les molécules ont une taille nulle, elles n'ont plus de choc. D'accord ? Donc si dans un gaz, vous injectez un gaz chaud qui a des vitesses rapides et un gaz froid qui a des vitesses lentes, eh bien, l'énergie ne va pas s'équirépartir, puisque les gaz chauds vont rester chauds, et le gaz froid va rester froid. Ce qui permet l'équipartition de l'énergie, ce sont les collisions entre les molécules.
Au gré des collisions, les molécules les plus rapides vont se ralentir, les plus lentes vont s'accélérer, et on va ainsi atteindre un équilibre. S'il n'y a pas de collision, eh bien, les températures de chaque gaz restent les mêmes et il n'y a pas d'équilibre qui apparaît. Maintenant, si je prends une cavité dont les parois sont absolument réfléchissantes, c'est-à-dire que quand il y a de la lumière qui rebondit sur ces parois, elle rebondit complètement. Il n'y a pas d'absorption par la paroi de la cavité, c'est donc un miroir parfait. Imaginons que dans une cavité vide, j'injecte de la lumière bleue, donc à une certaine énergie. Cette lumière bleue va rebondir sur les parois de la cavité et elle va rester bleue. Si maintenant j'injecte de la lumière rouge, la lumière rouge va rebondir sur les parois qui sont absolument réfléchissantes et elle va rester rouge. Le bleu et le rouge ne se mélangeront pas. Donc une telle situation n'est pas un corps noir. Pour qu'un corps noir soit un corps noir, il faut que la lumière interagisse avec la matière. Et il faut que la matière qui constitue les parois, ce ne soit pas du tout un miroir qui réfléchit bêtement la lumière, ce soit une matière capable d'absorber et d'émettre toutes les longueurs d'onde. Donc si les parois ne sont plus des miroirs, mais si ce sont des parois d'un corps noir, alors la lumière bleue, en atteignant les parois, va cesser d'être complètement bleue, elle va se transformer en rouge, en vert, peut-être en ultraviolet, etc. Et réciproquement, le rouge va pouvoir faire la même chose. D'accord? Donc pour qu'il y ait un corps noir, vous voyez, il faut qu'on n'ait pas des parois absolument réfléchissantes, il faut qu'on ait une interaction entre la lumière et la matière qui permette l'absorption et l'émission de toutes les longueurs d'onde. Et dans ces conditions, on aura donc un spectre de lumière qui va rassembler toutes les fréquences possibles dans la cavité, et ce spectre va dépendre uniquement de la température. D'accord ? Donc vous voyez que ça, c'est des nuances importantes à comprendre pour la suite. Les analogies entre gaz et corps noir sont assez fortes. Et les gens l'avaient noté, et c'est un peu ça qui va les tromper, en fait. C'est qu'on va voir qu'un corps noir ne se comporte pas, pour ce qui est du rayonnement, et des fréquences possibles du rayonnement, comme se comporte un gaz. Alors, ce qu'on va comprendre dès le milieu du XIXe siècle, ça c'était avant Planck, c'est Kirchhoff, c'est que le spectre en fréquences, c'est-à-dire l'ensemble des fréquences présentes dans un corps noir, ne dépend que de la température du corps noir. Ça ne dépend pas du tout de la matière qui constitue ses parois, ça ne dépend pas de sa forme, etc. Ça ne dépend que de sa température. D'accord ? Donc quand vous regardez le spectre d'un corps noir, vous voyez que quand on a des températures basse, on a du rouge, à 5000 Kelvin, on a plutôt du bleu, le soleil est quelque part par là. Quand on monte en température, on va vers des fréquences de plus en plus élevées et on va vers l'ultraviolet. Donc si on trace le spectre, l'ensemble des fréquences possibles, ou des longueurs d'onde, c'est pareil, les longueurs d'onde et les fréquences sont reliées l'une à l'autre, eh bien on a ce type de courbe. Là je l'ai mise en logarithme, c'est-à-dire c'est des puissances de 10 qui mesurent la longueur d'onde, et c'est des puissances de 10 qui mesurent l'intensité du rayonnement à une longueur d'onde donnée. Donc vous voyez qu'à 100 Kelvin on a ça, à 1000 Kelvin on a ça, etc. Et donc plus la température est élevée, plus on descend vers les petites longueurs d'onde, donc plus on va vers les grandes fréquences, et plus on va vers les rayonnements énergétiques. Donc quand vous avez un corps qui est à 100 degrés, par exemple de l'eau qui bout, eh bien, le spectre, il est centré sur l'infrarouge. C'est un spectre qui est donc invisible. C'est une lumière qui est absorbée par la peau et qui, lorsqu'elle est absorbée par la peau, provoque une sensation de chaleur. Donc vos radiateurs, ils provoquent ce genre de choses, ils chauffent avec une lumière qui est invisible. Si au contraire vous montez la température à 2000 degrés, c'est typiquement la température du filament d'une ampoule, eh bien vous avez de la lumière blanche. C'est de la lumière qui contient toutes les longueurs d'onde visibles. Donc, du bleu, du vert, de l'orange, du rouge, etc. Si vous montez encore la température, 6000 degrés, c'est la température d'un arc électrique, eh bien, vous avez plutôt du bleu, et vous allez même jusqu'aux fréquences ultraviolettes, donc à des fréquences qui elles-mêmes sont invisibles. Donc, plus vous montez la température, plus vous décalez les fréquences du corps noir vers des valeurs élevées, donc vers des énergies élevées. D'accord ? Alors, rapidement, les formules, on ne va pas s'y attarder, je vous les montre pour ceux que ça intéresse, mais je ne vais pas les commenter excessivement. Je vous raconte juste en quelques étapes l'historique
du spectre du corps noir. Et on va d'ailleurs remarquer que vous avez une accélération de l'histoire pendant l'année 1900, alors que les étapes antérieures sont plutôt des étapes plutôt lentes. La première étape importante, c'est 1792. C'est un physicien anglais qui s'appelle Wedgwood qui remarque que tous les corps qu'on chauffe deviennent rouges à la même température, quelle que soit leur nature. Que vous chauffiez un bout de bois, un métal ou n'importe quoi d'autre, la température à laquelle le corps chauffé devient rouge est la même pour tous les corps. Ça veut dire qu'il se passe là quelque chose qui est universel, qui ne dépend pas de la nature particulière des corps. D'accord ? Et c'est d'ailleurs cette universalité qui va intéresser les physiciens du 19e. Ils se disent, si le corps noir exhibe de l'universel, c'est qu'il est un moyen pour nous de découvrir des lois physiques. D'accord ? En 1859, Kirchhoff, qui lui était allemand, montre que le spectre du corps noir ne dépend que de la température à partir d'arguments thermodynamiques, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. En 1879, Stefan montre que la densité d'énergie d'un corps noir est proportionnelle à la puissance 4 de la température. Donc ça veut dire que vraiment l'énergie contenue dans un corps noir augmente très rapidement avec la température. Quand vous doublez la température, vous multipliez par 2 à la puissance 4, d'accord, c'est-à-dire par 16, l'énergie qui est contenue dans ce corps noir. D'accord ? Bon, ensuite, Wien, physicien allemand, en 1893, à partir d'arguments empruntés à la thermodynamique, montre que le spectre, alors le spectre, vous voyez, le spectre, c'est ce que j'ai appelé U de nu et de T. Bon, T, on a dit que le spectre ne dépend que de la température. D'accord, donc je mets la température. Et le spectre, c'est la variation d'intensité U en fonction de la fréquence. Et là, il y a plusieurs fréquences possibles. Chaque fréquence a une certaine intensité. Et le spectre, c'est la variation de cette intensité quand la fréquence varie pour une température donnée. Et Wien montre que, en fait, cette fonction, ce spectre, a une forme qui est de ce type. Donc c'est la variable mu sur T qui est le paramètre important, si vous voulez, la variable importante. Ensuite, en 96, il précise cette dépendance par ce qu'on appelle la formule de Wien, qui est une formule théorique, qui va se révéler fausse. En fait, elle marchait pour un certain type de fréquence et elle ne marchait plus pour d'autres fréquences. D'accord ? Ensuite, il y a une étape importante qui est juin 1900, dans laquelle Jeans et en fait Rayleigh, le physicien que je citais tout à l'heure, publient une autre formule, d'accord, qui ils ont calculé d'un point de vue théorique en assimilant le corps noir à un gaz. Donc ils ont fait le raisonnement que j'ai évoqué tout à l'heure. Et le raisonnement que j'ai évoqué tout à l'heure les conduit à cette formule. D'accord ? Et on voit que le spectre dépend de la puissance cubique de la fréquence. Puissance cubique de la fréquence. D'accord ? C'est-à-dire que si vous intégrez ce spectre sur toutes les fréquences, vous allez avoir une intégrale qui sera infinie. D'accord ? Donc si le spectre du corps noir, c'est le spectre calculé par Jeans, en faisant l'hypothèse que les modes de rayonnement sont comme les molécules dans un gaz, et que c'est sur ces modes que se distribue l'énergie du corps noir, on aboutit à l'idée qu'un four, donc en gros un corps noir, explose. Quelle que soit sa température, d'ailleurs. Il explose, il contient une énergie infinie. D'accord ? C'est ce qu'on appelle la catastrophe ultraviolette. D'accord ? C'est à cause des grandes fréquences. Quand vous intégrez, c'est les grandes fréquences qui font diverger l'intégrale. D'après la formule de Jeans, n'importe quelle enceinte dans laquelle il y a un équilibre entre le rayonnement et la matière est une bombe. Un feu de cheminée est une bombe, un four est une bombe, etc. Ce qui est contraire à l'expérience. D'accord ? Et alors, dans les bouquins rapidement écrits, on vous explique que Planck est arrivé tel un Zorro avec des nouveaux concepts pour résoudre le problème de la catastrophe ultraviolette. C'est complètement faux. Complètement faux. C'est une façon rapide de dire les choses, commode, mais fausse. Pour plein de raisons. D'abord, le mot catastrophe ultraviolette, personne ne l'a utilisé avant 1911. Celui qui a inventé cette expression, c'est Ehrenfest, un physicien dont on va parler, qui l'a évoqué lors du congrès Solvay de 1911. D'autre part, Planck connaissait l'article de Jeans, évidemment. Mais il n'y a accordé aucun crédit pour une raison simple. C'est que Planck ne croyait pas à l'hypothèse d'équipartition de l'énergie parce qu'il contestait l'interprétation statistique de l'entropie de Boltzmann.
D'accord? Donc tout ça pour vous dire que la catastrophe ultraviolette, c'est-à-dire le fait que l'énergie dans un corps noir devrait être infinie, n'a joué, contrairement à ce qui est écrit partout, aucun rôle dans la naissance de la physique quantique. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Planck, lui, travaillait tout seul dans une autre voie. Il y avait des querelles entre physiciens, entre ceux qu'on appelait les énergétistes, qui ne croyaient pas à l'atome, et puis les gens comme Boltzmann qui croyaient à l'atome. Planck, il était entre les deux. Il était ni pour l'un ni pour l'autre. Planck ne croyait pas à l'atome, et il ne croyait pas à l'énergétisme. Donc il était complètement en dehors de la querelle qui opposait les deux grands groupes de physiciens. Et du coup, on l'a laissé tranquille. Il travaillait, il suivait son chemin tout seul. Et lui, il a essayé d'interpréter la formule du corps noir en calculant l'entropie élémentaire de chacun des résonateurs qui constituaient les parois d'un corps noir. Ça l'a amené à cette formule. D'accord? Cette formule qui est déduite d'un calcul qu'il a fait, de l'entropie qu'on doit attribuer à chacun des résonateurs, qui n'appelaient pas des atomes d'ailleurs, qui constituent la paroi d'un corps noir. D'accord? Et il se trouve que cette formule, qu'il a présentée le 19 octobre à l'Académie des sciences de Berlin, a été immédiatement vérifiée par les expérimentateurs. Le lendemain même, il recevait une carte postale d'un expérimentateur, dont j'ai oublié le nom, qui disait « cette formule colle parfaitement avec les mesures ». D'accord? Donc ça, c'est la bonne formule du corps noir qui donne le spectre pour une température donnée, c'est-à-dire la façon dont l'intensité se distribue sur toutes les fréquences. C'est la formule du corps noir. D'accord? Elle fonctionne. Le fait qu'elle colle parfaitement avec l'expérience, c'est troublant. Il faut l'interpréter. Et là, entre le 19 octobre 1900 et le 14 décembre 1900, Planck va faire un truc insensé. Il le dit lui-même. Il va quasiment pas dormir pendant des semaines, et il va accomplir ce qu'il appelle lui-même un acte de désespoir. C'est-à-dire, lui qui ne croit pas à l'atome, lui qui ne croit pas à l'interprétation statistique de l'entropie, il va faire comme si Boltzmann avait raison. D'accord? Il va intellectuellement faire des calculs de complexion, comme on dit, c'est-à-dire il va faire l'hypothèse que l'énergie du corps noir elle est distribuée sur différents modes de fréquence. Il va utiliser une interprétation statistique de l'entropie conformément à ce que Boltzmann prétendait. À l'époque, en 1900, je vous rappelle, personne n'avait prouvé l'existence de l'atome. D'accord? Donc il va faire des choses qui, selon lui, sont contre nature. D'accord? Mais une fois qu'il l'a fait, eh bien, il tombe sur une nouvelle formule, qui en fait est la même. Simplement, les constantes alpha et bêta sont remplacées par des constantes qui font intervenir H, une nouvelle constante de la physique qui s'appelle la constante de Planck. Pourquoi elle s'appelle H? Parce que H, c'est l'initiale de Hilfe, mot allemand qui signifie au secours. D'accord? C'est-à-dire qu'il a utilisé cette constante pour sauver la situation. Dans un acte de désespoir. D'accord? Et dans le calcul intermédiaire qui lui a permis de passer de cette formule à cette formule, à un moment, il écrit epsilon égale h nu. Et c'est l'écriture de cette formule epsilon égale h nu, c'est-à-dire l'énergie d'un résonateur est proportionnelle à la fréquence, avec une constante de proportionnalité qui s'appelle h. C'est cette formule qui, en fait, résout le problème de la catastrophe ultraviolette. Alors on va voir comment tout à l'heure, on va voir pourquoi cette formule miracle résout les problèmes. C'est en fait assez subtil, comme vous allez voir, mais comme c'est une formule intermédiaire qui n'a pas de trace dans la formule finale, il n'y accorde pas vraiment d'importance. En fait, on comprend aujourd'hui que cette formule signifie que les échanges d'énergie entre la lumière et la matière ne sont pas quelconques. Ils sont quantifiés. D'accord? Les échanges d'énergie sont quantifiés. D'accord? Et Planck, lui, il n'a jamais cru à ça. Enfin, il s'y est rallié à la physique quantique dans les années 1908-1909.
Mais entre 1900 et 1908, il n'a pas cru à ses calculs. Pour lui, c'était simplement un artefact numérique qui permettait de tomber sur la bonne formule, mais qui n'avait aucune réalité physique. C'était un truc mathématique, comme le disait lui-même. D'accord? Donc Planck n'a jamais pensé, en écrivant cette formule, qu'il mettait par terre la physique classique. D'ailleurs, il n'y a pas eu de révolution quantique en 1900. L'article de Planck, celui qui est déduit, qui a été publié en janvier 1901, qui contient cette formule, n'a été cité par personne pendant 5 ans. Alors pour une révolution, elle est discrète. Le premier qui cite Planck, c'est Einstein, dans son papier de 1905. D'accord? Donc Planck n'a pas eu conscience qu'il venait de faire la révolution. Et personne autour de lui n'en a eu conscience. Non. Alors, peut-être que vous posez la question de savoir de façon concrète ce qu'est un corps noir. Ben, le Soleil, c'est un corps noir. D'accord? Le Soleil, vous allez me dire, quand vous sortez de l'atmosphère, ce qui n'est pas courant, ben, le Soleil, il est plus jaune ou orange comme on le voit d'ordinaire, il est bleu. D'accord? Mais du fait de la diffusion atmosphérique, alors la diffusion, c'est ce processus par lequel les photons sont bousculés par toutes les molécules qui sont dans l'atmosphère. La diffusion, elle est plus efficace dans le bleu que dans le rouge. Et c'est pour ça que, vu du sol, le Soleil nous apparaît plutôt blanc, un peu jaune, alors qu'en réalité, il est bleu compte tenu de sa température qui est de 5700 degrés. Donc si vous vous rappelez le spectre que j'ai montré tout à l'heure, ça le fait. Mais regardez là, c'est en pointillé le spectre d'un corps noir de 5700 degrés. De n'importe quel corps noir, puisque le spectre ne dépend que de la température. Donc tous les corps noirs dont la température est de 5700 degrés ont un spectre, donc une distribution de l'intensité avec la fréquence qu'ils émettent, la longueur d'onde, qui est cette courbe pointillée. Voilà le spectre du Soleil quand on sort de l'atmosphère. Vous voyez qu'il fit parfaitement, enfin quasi parfaitement, avec le spectre d'un corps noir, et c'est pour ça qu'on dit que le Soleil est un corps noir. C'est pas difficile à comprendre, hein, c'est que dans le Soleil, il y a énormément d'interactions entre la lumière qu'il émet à l'intérieur du Soleil, et puis les noyaux qui sont là, et la matière qui est là. Il y a énormément d'interactions, et donc on est exactement dans la situation par laquelle je définissais un corps noir tout à l'heure. Hein, les photons mettent un temps fou à sortir du Soleil. Ils mettent beaucoup plus de temps à sortir du Soleil, des centaines de milliers d'années, que pour venir du Soleil jusqu'à chez nous, c'est 8 minutes. Donc ils ont le temps d'interagir. Maintenant, quand vous regardez le spectre du Soleil vu depuis le sol, vous avez la courbe qui est là, avec, vous voyez, des pics d'absorption, il y a des longueurs d'onde qui traversent par l'atmosphère, et donc le spectre est atténué par rapport à celui qu'il est hors de l'atmosphère. Bon, une remarque avant que j'aille un peu plus loin dans l'explication. La remarque, c'est que la formule de Planck marche admirablement bien, incroyablement bien. D'accord? Pas aux yeux de tout le monde, j'ai reçu ce matin, avant de venir ici, un courrier de 2 professeurs de Metz, professeurs de physique, visiblement assez âgés, qui prétendent que la formule de Planck est fausse. Et ils me proposent un modèle alternatif que j'ai pas le temps d'étudier, mais qui est manifestement faux. D'accord? D'accord? Pour vérifier la formule du corps noir, une formule de Planck, il faut se mettre dans un corps noir. D'accord? Et coup de chance, nous sommes dans un corps noir. D'accord? Nous baignons dans un rayonnement fossile, le rayonnement du Big Bang, si vous voulez, ce qu'on appelle le rayonnement cosmologique, qui résulte du fait que quelques milliers d'années après le Big Bang, quelques millions d'années, pardon, après le Big Bang, la matière s'est découplée de la lumière, d'accord? Et cette lumière a les propriétés, à partir de ce moment-là, cette lumière avait les propriétés d'un corps noir. Elle s'est refroidie puisque l'univers est en expansion, et ce rayonnement cosmologique à une température qui est voisine de 3 Kelvin, donc 3 degrés absolus, d'accord? Et le spectre a été parfaitement mesuré par le satellite COBE, et puis plus précisément par le satellite WMAP. Et quand vous regardez le spectre du rayonnement cosmologique, donc le rayonnement diffus dans lequel nous baignons, vous voyez que c'est exactement le spectre d'un corps noir. Les points, c'est la mesure, la courbe, c'est la courbe théorique. D'accord? Il y a quelques inhomogénéités qui ont été repérées par COBE et WMAP, qui permettent de comprendre l'origine des galaxies. C'est ces petites variations qui ont créé les zones d'accumulation dans lesquelles la matière s'est agglomérée et a fabriqué des galaxies. Mais vous voyez qu'on a une preuve parfaite à la fois de la formule de Planck,
et de la théorie du Big Bang. D'accord ? Et si vous lisez le journal, vous savez que ces résultats-là, en fait, l'obtention de cette courbe a valu à George Smoot et John Matter le prix Nobel de physique en 2006. Donc c'est récent. Alors maintenant, j'en viens à l'explication de la formule de Planck. Pourquoi est-ce que la formule de Planck empêche l'explosion des fours? C'est quand même une question importante. Alors, c'est que Jeans, quand il a fait son calcul, qui conduit à la catastrophe ultraviolette, a oublié une chose. C'est que dans un gaz de volume donné, il y a un nombre fini de molécules. Fini, ça veut dire non infini. C'est un nombre très élevé. Hein. Dans une mole, vous avez 6, 10 puissance 23 molécules, c'est beaucoup. Mais c'est fini, c'est pas infini. Alors que dans une cavité qui contient du rayonnement, il y a un nombre infini de modes possibles. Pensez à une corde de guitare, il y a la vibration fondamentale, et puis il y a tous les harmoniques. Il y a une infinité d'harmoniques. Ben, quand vous prenez une cavité de volume fini, eh bien, il y a des modes qui sont autorisés par la cavité, qui sont des modes discrets, on peut les numéroter si vous voulez, mais ils sont infinis. Il y en a une infinité. D'accord ? Alors maintenant, si je dis que toute l'énergie du corps noir se répartit sur tous les modes du rayonnement dans les cavités, de la même façon que l'énergie d'un gaz se répartit sur toutes les molécules d'un gaz. Vous voyez que s'il y a une énergie finie dans la cavité, je dois la répartir sur un nombre infini de modes, ce qui veut dire que chaque mode a une énergie nulle. C'est bizarre. Vous avez un truc qui a une énergie finie et qui se distribue sur des modes qui du coup ont une énergie nulle parce qu'ils sont en nombre infini. C'est bizarre. Il y a une façon de voir le problème. C'est que, prenons l'analogie du piano. Vous appuyez sur une touche de piano. Ça fait une note. Bon. Cette note, elle va finir par s'atténuer. Mais dans un piano parfait, elle ne s'atténuerait pas. Maintenant, imaginez qu'il y a en fait un couplage entre les différentes notes, entre les différentes touches du piano plutôt, de la même façon qu'il y a un couplage entre chaque longueur d'onde de la cavité et toutes les autres, puisque la matière peut transformer une longueur d'onde en n'importe quelle autre. Donc vous appuyez sur une touche, eh bien le terme d'équipartition de l'énergie vous dit que l'énergie que vous avez mise dans cette touche va se redistribuer sur toutes les touches du piano. Il y en a combien? Il y en a 88, je crois. 88, c'est ça? Donc l'énergie que vous avez mise sur une touche va se distribuer sur les 88 touches du piano. Comme il y a un nombre fini de touches, ça ne pose pas de problème. Mais dans un corps noir, il y a un nombre infini de touches. D'accord? Donc vous allez appuyer sur une touche, à une fréquence, disons, audible, et bien cette énergie va se distribuer sur toutes les touches qui sont en nombre infini, et vous allez fabriquer des sons inaudibles, de la même façon qu'un corps noir devrait fabriquer de la lumière ultraviolette. Donc en appuyant sur une touche, vous allez remplir d'énergie tous les modes jusqu'à l'infini. Et ça explose. Vous mettez un peu d'énergie sur des modes dont les fréquences vont jusqu'à l'infini, ça explose. D'accord? C'est ça la catastrophe ultraviolette. Normalement, en appuyant sur un piano, qui a un nombre infini de touches, ça devrait exploser. De la même façon qu'en allumant un feu de n'importe quelle température, ça devrait exploser. Évidemment, ça c'est contraire à l'expérience. Alors en quoi la formule de Planck empêche-t-elle ce processus? La formule de Planck, c'est que voilà, c'est que entre un résonateur, ou disons un atome, pour être plus concret, enfin si tant est qu'un atome soit plus concret qu'un résonateur, un atome qui est dans une paroi du corps noir ne peut interagir avec la lumière qui est dans le corps noir qu'en échangeant des paquets d'énergie de valeur h nu. D'accord? Donc l'atome peut absorber du mode de fréquence nu une énergie h nu, ou bien 2h nu, ou bien 3h nu, ou bien etc. D'accord? Il ne peut pas absorber de l'énergie à des quantités autres que celle-là.
Par exemple, un atome ne peut pas absorber du mode nu, de fréquence nue, une énergie 1/2 de h nu. C'est impossible. C'est h nu, c'est un nombre entier de fois h nu. D'accord ? Pensez, je sais pas moi, au beurre que vous achetez au supermarché. Peut-être qu'il y a des jours, vous avez envie d'acheter 356 grammes de beurre, 254. Ben, c'est impossible. D'accord ? Vous devez acheter votre beurre par paquet d'une demi-livre. D'accord ? Ça veut dire que les échanges de beurre dans les supermarchés se font par quanta de beurre de valeur une demi-livre. Alors que le beurre peut exister en n'importe quelle quantité. Mais il ne peut s'échanger que par paquet d'une demi-livre. D'accord ? C'est ça l'idée. La lumière ne peut interagir avec la matière que par quanta, de même que le beurre ne s'échange que par quanta. Ok ? Alors maintenant, quelles sont les conséquences de cette hypothèse ? Regardez, là, j'ai tracé la fréquence sur l'axe. Donc là, j'ai la fréquence fondamentale, puis la fréquence 2, donc là, le double, l'harmonique, le premier harmonique, puis 3, puis 4. Puis en fait, ça va jusqu'à l'infini. Il y a une infinité de fréquences possibles pour la lumière. D'accord ? Et là, je mets la barre équipartition de l'énergie. C'est-à-dire, si l'énergie de mon corps noir est distribuée sur tous les modes, eh bien, ce mode-là doit avoir cette énergie-là, le deuxième celui-là, et jusqu'à l'infini. Évidemment, quand vous faites la somme de l'énergie répartie sur chacun des modes jusqu'à l'infini, vous tombez sur l'infini. C'est la catastrophe ultraviolette que j'évoquais tout à l'heure. Maintenant, que dit l'hypothèse de Planck ? Vous voyez que là, je vais tracer la droite, epsilon égale h nu. Donc l'énergie est proportionnelle à nu. Donc quand n vaut 1, c'est cette droite-là. Là, c'est epsilon égale h nu. Puis là, j'ai la droite epsilon égale 2h nu, epsilon égale 3h nu, 4h nu, etc. Ok ? Alors maintenant, que me dit Planck ? Il me dit que la lumière ne peut s'échanger avec la matière que par paquet h nu. Donc, si je prends le mode 1, donc la fréquence la plus basse, eh bien, on peut échanger cette quantité-là, etc. Et donc, pour satisfaire au principe d'équipartition de l'énergie, on peut en l'occurrence échanger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, quasiment quanta. Donc, c'est mal fait mon dessin, hein, je l'ai fait à la main, d'une main tremblante. Donc, normalement, la distance entre tous ces points verts devrait être la même h nu. D'accord, mais bon, j'ai mal fait mon travail, je préciserai ça peut-être pour la prochaine fois. D'accord, mais en gros, à cette fréquence-là, la lumière et la matière peuvent échanger 9 quanta d'énergie. Maintenant, si je prends la fréquence double, donc les quantas sont plus gros, donc on peut en échanger moins. Puis je prends la triple, on peut en échanger encore moins, etc. Et puis si je monte en fréquence, vous voyez bien qu'il y a un moment où un quanta d'énergie représentera une quantité d'énergie plus petite que ce qu'impose l'équipartition d'énergie. C'est-à-dire que si la fréquence devient élevée, un quanta contient tellement d'énergie que l'équipartition de l'énergie ne lui permet pas de l'avoir. Ça veut dire que la lumière et la matière ne peuvent pas échanger de quanta correspondant à des fréquences trop élevées. Du coup, on tue la catastrophe ultraviolette. Les modes d'énergie très élevés ne sont pas échangés. Et donc, le spectre, quand on l'intègre sur les fréquences, au lieu d'être infini dans le cas de la formule de Jeans, qui donne la catastrophe ultraviolette, devient un spectre d'intégrale finie. Donc l'énergie contenue dans un four est une énergie finie, et non plus infinie. D'accord ? Donc la conclusion, je ne sais pas si j'ai été clair, hein, mais je suis prêt à répéter autrement. Le fait que l'énergie ne peut s'échanger entre la matière et le rayonnement que par paquet d'énergie de valeur h nu empêche la catastrophe ultraviolette. Grâce au quanta, on peut faire chauffer un four sans qu'il nous explose à la figure. Il faut donc les remercier. Les quantas permettent la cuisson des aliments. D'accord ? Bon, dans les 5 années qui suivent la publication de l'article de Planck, silence radio. Personne ne parle des quantas. Alors, le premier qui va en reparler, c'est Einstein, dans son article de
mars 1905, donc le premier article de sa série miraculeuse de 1905, dans un article qui s'appelle Un point de vue heuristique concernant la production et la transformation de la lumière. Bon, en fait, ce que fait Einstein, c'est qu'il met la constante de Planck dans la lumière elle-même. C'est-à-dire, au lieu de dire que la lumière ne peut s'échanger que par paquets H nu avec la matière, dans ses interactions avec la matière, il dit non seulement elle ne peut s'échanger que par paquets, mais en plus, elle est constituée de paquets. Non seulement le beurre s'échange par paquet d'une demi-livre, mais le beurre est constitué de paquets d'une demi-livre. D'accord? Et il prétend que c'est la seule façon de comprendre l'effet photoélectrique que je voulais vous raconter, mais le temps passe et je crois que ça ne va pas être possible, mais peut-être vous pourrez lire. C'est transparent à tête reposée. Là, j'ai simplement cité quelques phrases de l'article d'Einstein. D'accord? Et c'est là que vraiment les quantas vont naître. D'accord? Donc Einstein est en fait l'inventeur des quantas au sens où c'est lui qui a pris au sérieux toutes les implications de la formule de Planck. Il a plus pris au sérieux la formule de Planck que Planck lui-même. D'accord? Donc à ce titre, il est l'inventeur des quantas, mais comme nous le verrons lors du troisième cours, il n'aimera pas les quantas. Il les a inventés, mais il ne les a pas aimés.